Il a humilié et renvoyé la nounou devant tout le monde, simplement pour prouver son pouvoir absolu, mais quand elle a révélé la vérité qu'il n'aurait jamais imaginé entendre, le château de cartes qu'il appelait sa vie s'est mis à trembler. La réception battait son plein sur la terrasse du penthouse d'Arthur Beaumont, un océan de verres en cristal et de murmures feutrés avec Paris scintillant à leurs pieds. Des hommes de pouvoir et des femmes impeccables flottaient dans l'atmosphère, mais le regard de l'hôte n'était pas posé sur eux. Il était fixé sur la silhouette silencieuse qui se déplaçait avec une efficacité discrète près de la nurserie. Sophia Moreau, la nounou. Arthur l'observa un instant, un sourire glacial se dessinant sur ses lèvres. C'était le moment parfait pour une démonstration de force. Il leva la main, et un silence s'installa dans le groupe le plus proche. « Sophia !» appela-t-il, sa voix fendant l'air. Elle se retourna, le visage serein de celle qui ne faisait que son travail. Il attendit qu'elle s'approche, savourant les regards curieux des invités. « Une broche en diamant de ma grand-mère a disparu de la commode, » dit-il, assez fort pour que chacun entende. « Elle était là il y a 1 heure. Vous êtes la seule à être entrée dans la chambre depuis. » Sophia le dévisagea, le corps parfaitement immobile. Elle ne dit rien. Son silence parut l'irriter. « Je ne tolère pas ce genre de négligence dans ma maison, » cracha-t-il le mot. « Considérez que vos services sont terminés. La sécurité vous raccompagnera à la sortie. » L'humiliation flotta dans l'air, dense et cruelle. Les invités détournèrent le regard, gênés. Arthur sourit, satisfait de son petit théâtre du pouvoir. Mais Sophia ne bougea pas. Elle ne pleura pas, ne baissa pas la tête. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, puis un autre, traversant l'espace qui les séparait jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres de lui. Le bruit de la fête sembla s'évanouir. Et alors, d'une voix si ferme et si claire, qu'elle perça le cœur de ce silence, elle dit « Vous avez raison de mettre fin à mes services de nounou, monsieur Beaumont, mais vous ne pouvez pas renvoyer la mère de votre fils. » Le sourire d'Arthur se figea, se brisant comme un miroir. Le choc parcourut les visages des invités, un par un comme une onde. Le temps s'arrêta, la fête était finie, et la guerre ne faisait que commencer. Le chaos fut immédiat, mais feutré. Les chuchotements devinrent un bourdonnement venimeux, tandis que les invités, sentant le parfum d'un scandale bien plus grand qu'un simple vol, commençaient à se retirer discrètement. Arthur ne vit rien de tout cela. Ses yeux, sombres comme une tempête, étaient rivés sur Sophia. Avant que quiconque puisse dire un mot, il l'attrapa par le bras, la force de ses doigts étant la seule expression de la fureur qui bouillait sous sa peau. Il l'entraîna loin de la terrasse, à travers des couloirs de marbre froid comme un tombeau, et la poussa brutalement à l'intérieur de son bureau. La porte en bois massif se referma avec un déclic étouffant le monde extérieur. Il faisait les 100 pas, tel un animal en cage. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire ?» siffla-t-il, la voix basse et dangereuse. « Vous vouliez de l'attention, de l'argent ? Vous pensiez que me coincer devant ces gens était la manière la plus intelligente d'obtenir ce que vous voulez ? Chaque question était une attaque, une tentative de la rabaisser, de la transformer en la caricature qu'il avait besoin qu'elle soit. Une opportuniste, une menteuse. Sophia resta près de la porte, à l'endroit exact où il l'avait lâchée. Elle l'observait, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration contrôlée, son silence étant une réponse plus forte que n'importe quel cri. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi, dans ce silence tendu et accusateur. Il fut un temps, pas si lointain, où le silence entre eux était différent. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Sophia avait été engagée pour s'occuper du fils aîné d'Arthur, un garçon de 7 ans d'un précédent mariage, qui souffrait du manque de sa mère et de l'absence de son père. Sophia n'était pas juste une employée. Elle voyait la solitude dans les yeux de l'enfant et, avec une patience infinie, commença à reconstruire de petits ponts dans ce cœur meurtri. Elle lui apprit à faire ses lacets, écouter ses histoires sur l'école, et surtout, elle était là quand il se réveillait de ses cauchemars. Arthur, un homme qui vivait immergé dans les graphiques boursiers et les négociations impitoyables, commença à le remarquer. Il rentrait tard le soir, le poids du monde sur les épaules, et trouvait une paix dans la maison qui n'existait pas auparavant.
Il trouvait son fils dormant paisiblement, parfois avec un livre que Sofia avait lu à ses côtés. Une nuit, il la trouva dans la cuisine, buvant une tisane, incapable de dormir. L'épuisement brisa son armure habituelle. Il s'assit et pour la première fois ne parla pas d'horaire ou de tâches. Il parla de sa peur d'échouer avec son fils, de la pression de son nom de famille. Sofia se contenta d'écouter, et dans cet acte simple, il vit une lueur d'humanité que son argent ne pouvait acheter. L'attraction qui naquit là était un secret dangereux. Des instants volés dans la bibliothèque, des conversations qui se prolongeaient jusqu'à l'aube, un frôlement de mains qui durait une seconde de trop. Pour Sofia, c'était la vision d'un homme derrière le milliardaire. Pour Arthur, c'était un refuge, un endroit où il n'était pas un empire, juste un homme. Mais la lumière du jour ramenait toujours la réalité. En public, ou même devant d'autres employés, il était le patron. Distant, exigeant, froid. La chaleur de la nuit se transformait en gelée du matin, et cette dualité était une blessure constante qu'il rouvrait chaque jour. Elle était son secret, et en tant que telle, devait rester invisible. De retour au bureau, la tempête dans les yeux d'Arthur se calma, laissant place à un pragmatisme glacial. La négation était la seule issue. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais il se termine maintenant, » dit-il, s'asseyant dans son fauteuil en cuir qui ressemblait à un trône. Il ouvrit un tiroir, sortit un chéquier et un stylo en or. « Tout le monde a un prix, Sofia. C'est la seule chose que j'ai apprise dans cette vie. Alors, dites-moi le vôtre. Des centaines de milliers d'euros? 1 million? Assez pour que vous achetiez un appartement n'importe où dans le monde et que vous disparaissiez. » Il commença à remplir le chèque, sa calligraphie acérée comme un couteau. « Considérez cela comme une prime de départ très généreuse pour votre dérangement. » Il poussa le chèque sur le bureau en acajou poli. La somme était astronomique, de quoi changer une vie entière. Il leva les yeux, s'attendant à voir du soulagement, de la cupidité, n'importe quel signe de victoire chez elle. Mais il ne vit rien de tout cela. Sofia s'approcha lentement du bureau. Elle regarda le chèque, le montant qui résoudrait tous les problèmes matériels qu'elle avait jamais eus ou aurait. Puis elle le regarda lui, et son regard était pur, sans haine, mais avec une force qui le désarma complètement. Elle ne toucha pas le papier. « Je n'ai jamais voulu de votre argent, Arthur, » dit-elle, la voix douce mais inflexible. « J'ai fait l'erreur de croire qu'il y avait un homme véritable sous tout ça, un homme qui assumerait les conséquences de ses actes. » Elle recula d'un pas. « Gardez votre argent, utilisez-le pour acheter le silence de quelqu'un d'autre. Le mien n'est pas à vendre. » Et sur ce, elle se retourna et sortit du bureau, refermant doucement la porte derrière elle. Arthur resta seul, dans le silence assourdissant de son empire. Sur la table, le chèque semblait une insulte, un témoignage de son échec. Il avait utilisé son arme la plus puissante, la seule en laquelle il avait confiance, et elle avait misérablement échoué. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Arthur se sentit complètement impuissant. La portière du taxi se ferma, et le son fut celui d'une guillotine tranchant son passé. Sofia regarda la silhouette de la demeure d'Arthur s'estomper dans la nuit, jusqu'à n'être plus qu'un éclat arrogant à l'horizon de la ville. L'air à l'intérieur de la voiture était étouffant, ordinaire, réel. Chaque mètre qui l'éloignait de cet univers de richesse et de mensonges était un pas vers un abîme d'incertitude. En arrivant dans son petit studio loué, un endroit avec plus de fissures sur les murs que de meubles, l'adrénaline de la confrontation l'abandonna enfin, laissant derrière elle une fatigue qui pesait sur ses os. Le silence était total, rompu seulement par le bourdonnement du vieux réfrigérateur. Un instant, le poids de sa décision l'écrasa. Elle était enceinte, sans emploi, et venait de refuser une somme qui résoudrait tous les problèmes du monde, sauf le seul qui comptait. Sa main se posa instinctivement sur son ventre, un geste de protection, une promesse silencieuse. La peur était là, froide et présente, mais sous elle, une braise de détermination refusait de s'éteindre. Elle ne se battait pas pour elle-même. Elle se battait pour cette vie qui dépendait d'elle, et cela rendait la bataille possible. Les premiers jours furent un brouillard de réalité crue.
les factures arrivant, l'argent de ses dernières économies diminuant à chaque course au supermarché. La tentation de regretter était une ombre à chaque coin de rue. Mais au lieu de chercher une autre famille à servir, un autre emploi qui la placerait sous le pouvoir de quelqu'un d'autre, Sofia fit quelque chose d'inattendu. Elle prit un bus jusqu'au centre-ville et entra dans la bibliothèque universitaire. L'odeur du papier ancien et du savoir l'enveloppa comme une étreinte oubliée. Elle n'alla pas à la section des romans ou du développement personnel. Ses pieds la menèrent, par pur instinct, vers les couloirs sombres et silencieux du droit. Elle fit glisser ses doigts sur les reliures des livres épais, des noms comme Code civil, droit de la famille, procédure civile. C'étaient de vieux amis. Elle tira un volume épais, trouva une table vide sous la lumière jaunâtre d'une lampe et l'ouvrit. Les pages étaient remplies d'un langage qui effraierait la plupart des gens, mais pour Sofia, c'était comme rentrer à la maison. Articles, paragraphes, jurisprudence. Une flamme se ralluma dans ses yeux, la posture de ses épaules changea. Là, dans ce sanctuaire de logique et de loi, elle n'était pas la nounou renvoyée, la femme humiliée. Elle était Sofia, l'étudiante qui figurait parmi les meilleures de sa promotion, la boursière dont tous les professeurs croyaient qu'elle aurait un avenir brillant avant que la maladie de sa mère ne la force à troquer les livres contre un uniforme. Elle se mit à lire, non pas comme une amatrice, mais avec la concentration d'une stratège, soulignant mentalement chaque précédent, chaque faille, chaque article qui pourrait défendre le droit de son fils. Ce soir-là, elle appela sa mère, qui vivait en province. La voix de sa mère, fragile à cause de la maladie, mais toujours lucide, fut un baume. Sofia raconta tout, sans cacher sa peur. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma fille, » dit la mère à la fin. « Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. La dignité est la seule chose que, une fois vendue, on ne peut jamais racheter. » Il y eut une pause, puis la mère continua, la voix chargée du poids d'un souvenir lointain. « Tu as bon cœur, mais n'oublie pas la force que tu portes dans ton sang, la force de celle qui a appris à se relever seule. » Sofia savait de quoi elle parlait. L'histoire de son propre père était un fantôme dans la famille, un conte d'abandon. Un homme qui avait promis un amour éternel et qui était parti en apprenant la grossesse, ne laissant derrière lui rien d'autre qu'une promesse vide et un silence qui dura toute une vie. « Il n'a jamais connu la fille qu'il a eue, » dit la mère. « La perte a été entièrement la sienne. Ne laisse pas le fils d'Arthur connaître la même douleur. Bats-toi !» Pendant ce temps, au sommet de son gratte-ciel de verre et d'acier, Arthur ne trouvait pas la paix. Le refus de Sofia le hantait. C'était une variable qu'il ne parvenait pas à calculer. Frustré, il fit ce qu'il faisait toujours face à un obstacle. Il y jeta de l'argent. Il engagea les meilleurs détectives privés de la ville avec un ordre simple. « Trouvez tout. Chaque erreur, chaque dette, chaque secret. Je veux une arme pour en finir. » Il s'attendait à un rapport plein de faiblesses, les munitions dont il avait besoin pour l'écraser. Le détective revint 2 jours plus tard. Il posa un mince dossier sur le bureau poli d'Arthur. « Il n'y a pas grand-chose, monsieur, » dit l'homme. « Elle mène une vie irréprochable. » Arthur ouvrit le dossier avec impatience. La première page était une photo de Sofia, plus jeune, souriante, sur sa carte d'étudiante en droit. Il lut son parcours académique. Des notes exemplaires, des mentions honorifiques, une bourse d'excellence. Il lut le motif de son abandon, la maladie de sa mère. Il tourna la page. Un bref résumé de l'histoire familiale. Et là, en noir et blanc, père, nom inconnu, a abandonné la famille avant la naissance. Arthur fixa la phrase. Il la relut. Le mépris sur son visage fit place à une expression complexe, une qu'il ressentait rarement. L'incertitude. Il n'avait pas affaire à une fille cupide. Il avait affaire à une femme qui revivait sa propre histoire, mais cette fois, déterminée à en changer la fin. Le dossier entre ses mains n'était pas une arme, c'était un avertissement. La réponse d'Arthur ne vint pas comme une tempête, mais comme un murmure froid et officiel. Une semaine après leur confrontation, un coursier à moto s'arrêta devant l'immeuble modeste de Sofia. Il lui remit une enveloppe épaisse, blanche, sans expéditeur, mais avec le sceau inimitable d'un des plus grands cabinets d'avocats du pays, Lombard en Grimaldi.
Le papier était lourd, cher, et les mots à l'intérieur, imprimés dans une police élégante et impersonnelle, étaient un mélange de cordialité et de menaces voilées. On l'invitait à une réunion dans leur bureau au cœur du quartier des affaires, afin de discuter d'une proposition amiable visant à garantir le bien-être et la vie privée de toutes les parties concernées. Sophia lut les mots plusieurs fois. Aucune mention d'un enfant, de paternité ou d'une soirée d'humiliation. Il n'y avait que le langage stérile du pouvoir, le premier coup sur un échiquier qu'elle savait impitoyable. Elle tint l'invitation, sentant la texture du papier. Il n'y avait pas de peur dans son geste. Il n'y avait que le calme froid d'un soldat qui entend le son du premier canon au loin. La bataille changeait de terrain. Elle quittait le domaine personnel pour entrer dans l'arène de la loi. Et là, elle n'était pas une étrangère. Les bureaux de Lombard & Grimaldi étaient exactement comme elle l'imaginait, un monument à l'argent et à l'intimidation. Situés au 30e étage d'une tour de verre, ils offraient une vue panoramique sur la ville, comme s'ils regardaient le monde du même point de vue qu'Arthur. De haut, les murs étaient en verre fumé, les meubles de design minimaliste et l'art abstrait aux murs valaient probablement plus que l'immeuble où elle vivait. Une réceptionniste la guida à travers un couloir silencieux jusqu'à une salle de réunion. La table en acajou était si grande et si polie qu'elle reflétait le plafond. Assis d'un côté, l'attendant, se trouvaient deux hommes. Le plus âgé, Maître Lombard, avait les cheveux argentés et un costume taillé à la perfection. Son sourire était paternaliste, entraîné pour désarmer et rabaisser en même temps. À ses côtés, un avocat plus jeune, au regard acéré et ambitieux, feuilletait des papiers, levant à peine la tête quand elle entra. Ils l'étudièrent, leur regard enregistrant ses vêtements simples, son absence de bijoux, sa posture digne qu'ils interprétèrent sans doute comme de la naïveté. Ils voyaient une nounou, une proie facile. « Mademoiselle Moreau, veuillez vous asseoir », dit Maître Lombard, indiquant la chaise solitaire de l'autre côté de la vaste table. Le geste l'isolait, la plaçant physiquement en opposition à eux. « Nous vous remercions de votre présence. Nous comprenons que toute cette situation est délicate. » Il joignit le bout de ses doigts, le maître de l'euphémisme. « Notre client, Monsieur Beaumont, a le plus grand intérêt à résoudre cela de la manière la plus discrète et bénéfique pour vous. » L'avocat plus jeune poussa un document relié sur la table. Le volume était intimidant. « Nous avons préparé un accord, » continua Lombard. « Un accord, dois-je dire, d'une générosité sans précédent. » Il commença à exposer les termes d'une voix douce, comme s'il lui offrait un cadeau. Il couvrirait tous les frais médicaux de la grossesse et de l'accouchement dans le meilleur hôpital de la ville. Ils établiraient une pension mensuelle généreuse, un montant qui la placerait bien au-dessus de la classe moyenne, payé ponctuellement, jusqu'à ce que l'enfant atteigne 18 ans. De plus, il créerait un fonds fiduciaire au nom de l'enfant, un montant à 7 chiffres qui serait débloqué à son 21e anniversaire. Une vie entière de sécurité financière, mademoiselle, sans souci, sans difficulté, conclut-il en souriant. Tout ce que nous demandons en retour est une formalité. Il tapota la couverture du contrat. Votre signature. Sophia ne dit rien. Elle tendit simplement la main et attira le document vers elle. Le sourire de Lombard s'élargit. Lui et son collègue échangèrent un regard de satisfaction. Ils pensaient que la cupidité ferait leur travail. Sophia se mit à lire. Le silence dans la pièce n'était rompu que par le lent mouvement des pages. Elle ne lisait pas avec l'anxiété d'une profane, mais avec une concentration méthodique. Elle lut la clause de confidentialité absolue qui lui interdirait de mentionner le nom d'Arthur en lien avec l'enfant à tout être humain pour le reste de sa vie, sous peine d'amende millionnaire. Elle lut l'exigence qu'elle déménage dans une autre région dans les 90 jours. Elle lut la clause qui renonçait, en son nom et au nom de l'enfant, à tout contact, réclamation ou héritage futur. C'était un document pour acheter une vie et l'enterrer. Après près de 20 minutes de silence absolu, elle referma le dossier. Elle leva les yeux, et son regard ne contenait ni gratitude ni intimidation. Il contenait une clarté tranchante. « Je ne signerai pas, » dit-elle, la voix calme mais définitive. Le sourire de Maître Lombard vacilla. «
Je pense que vous n'avez pas compris la générosité de l'offre. » « Oh, j'ai parfaitement compris, » l'interrompit-elle, la voix toujours sur le même ton poli. Elle repoussa le contrat vers le centre de la table. « J'ai compris que la clause 8.4, qui stipule la renonciation totale et sans restriction à une future pension alimentaire en cas de besoin exceptionnel, est juridiquement nulle, car le droit aux aliments est inaliénable et personnel à l'enfant, ce n'est pas un objet de négociation. » L'avocat plus jeune se redressa sur sa chaise. « J'ai aussi compris que la clause 11, qui exige mon changement de domicile, peut être contestée comme une restriction inconstitutionnelle à ma liberté de circulation. Et j'ai compris que l'accord de confidentialité, dans la forme draconienne où il est rédigé, frôle la contrainte morale, surtout quand il est présenté sans que j'aie mon propre avocat. » Elle se leva. Les deux hommes la fixèrent, la bouche légèrement ouverte. L'image de la nounou, simple et effrayée, s'était désintégrée, remplacée par quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à comprendre. « Votre proposition ne vise pas le bien-être de mon fils. Elle vise à l'effacer. Et cela n'a pas de prix. » Elle les regarda l'un après l'autre, un mépris subtil dans les yeux. « Dites à M. Beaumont que s'il veut négocier, il aura besoin de meilleurs avocats, ou peut-être d'une once de caractère. » Elle se retourna et sortit de la pièce, laissant derrière elle un silence choqué et un contrat inutile d'1 million d'euros sur la table. L'écho de ses pas dans le couloir de marbre sonnait comme celui d'une victoire. Maître Lombard retourna à la tour d'Arthur avec la rapidité d'un missile balistique, le visage un masque de fureur et d'humiliation professionnelle. Il rapporta la rencontre mot pour mot, l'insolence, la précision juridique, le refus glacial. Il s'attendait à ce qu'Arthur explose, qu'il crie, qu'il brise quelque chose, mais Arthur fit bien pire. Il resta parfaitement calme. Un silence glacial s'abattit sur le bureau, un silence plus terrifiant que n'importe quel cri. Il se leva et se dirigea vers l'immense baie vitrée, observant la ville qui s'étendait en dessous de lui, un échiquier personnel où il déplaçait toutes les pièces. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, il se retourna, et le regard dans ses yeux n'était plus de la frustration. C'était celui d'un mépris glacial, l'expression d'un roi dont le pouvoir a été défié par un roturier et qui s'apprête maintenant à brûler le village entier. « Et elle veut jouer avec les règles, Lombarde ?» dit-il, la voix basse et contrôlée. « Alors elle va apprendre que c'est moi qui possède les règles. » Il prit le téléphone sur son bureau. Ce ne fut pas un, mais 3 appels. Courts, précis, mortels. Au patron d'un des plus grands conglomérats médiatiques du pays. J'ai besoin qu'un nom disparaisse des listes d'embauche de la ville, tout secteur confondu. Au directeur d'un fonds immobilier qui lui devait une faveur existentielle, il y a un immeuble dans le 13e, achetez-le. Et ensuite, faites le ménage. À son chef de la sécurité, un ancien militaire aux yeux vides, je veux connaître chacun de ses pas. En raccrochant, il regarda son avocat. Elle veut une guerre, elle aura une guerre, mais ce sera une guerre de siège. On va lui couper l'eau, les vivres, l'air. On verra combien de temps sa noblesse d'âme résiste quand elle aura faim. Pour Sophia, la riposte ne vint pas comme une vague, mais comme 1000 coupures de papier. Au début, elle ne comprit pas. Elle se rendit à un entretien dans un café sympathique. Le gérant sourit, loua son CV et dit qu'il la rappellerait. L'appel ne vint jamais. Elle essaya une librairie, une boutique de vêtements. La même histoire se répétait. Un intérêt initial qui s'évaporait au moment où elle remplissait la fiche avec son nom. Un mur invisible avait été érigé autour d'elle. Désespérée pour le moindre revenu, elle se tourna vers les agences de nounou et de garde d'enfants, où son dossier était impeccable et ses références, avant Arthur, étaient brillantes. La première agence, où elle était l'une des plus demandées, la rappela en moins d'1 heure. La voix de la directrice était mal à l'aise, évasive. « Sophia, je suis désolé, mais nous avons reçu une plainte grave de votre dernier employeur. Nous avons dû suspendre votre dossier. » Sophia essaya d'argumenter, de demander quelle était l'accusation. « Je ne peux pas donner de détails, c'est la politique de l'entreprise. » La deuxième agence dit la même chose. La troisième ne rappela même pas. Elle avait été marquée, estampillée d'un fer invisible qui faisait d'elle une paria professionnelle. Le coup de grâce arriva un mardi après-midi pluvieux.
On frappa à sa porte. C'était le propriétaire, un homme d'âge mûr qui avait toujours été gentil avec elle. Il tenait une enveloppe, le visage blême de honte. « Je suis vraiment désolé, Sophia, bégaya-t-il, incapable de la regarder en face. L'immeuble a été vendu, un grand fonds d'investissement. Il résilie tous les contrats de location mensuels. Vous avez 15 jours. » Il lui tendit l'avis d'expulsion. Les mots étaient formels, impersonnels, mais pour Sophia, ils sonnaient comme une condamnation à mort. Elle prit le papier, la pluie battant contre la fenêtre, chaque goutte un écho de la froideur qui l'entourait maintenant. Elle savait qu'il n'y avait pas de fonds d'investissement. Il n'y avait qu'Arthur. Il n'essayait plus d'acheter son silence. Il essayait de briser son esprit. Les jours qui suivirent furent les plus longs de sa vie. Avec l'argent qui s'épuisait rapidement, elle passait ses après-midi à marcher dans la ville, regardant les vitrines des agences immobilières avec des loyers qui semblaient des blagues cruelles. Chaque porte fermée, chaque regard de méfiance était un rappel que le pouvoir d'Arthur était comme l'air, invisible, mais omniprésent. Elle commença à sauter des repas, gardant le peu qu'elle avait pour s'assurer qu'elle mangeait assez pour le bébé. L'appartement, autrefois son refuge, était maintenant un compte à rebours, les cartons empilés dans un coin, un monument à sa défaite imminente. En fin d'après-midi gris, elle s'assit sur un banc de square, trop épuisée pour marcher davantage. Son ventre, maintenant proéminent, était un rappel constant de ce qui était en jeu. Elle observa les familles passer, les enfants rire, les couples main dans la main, et une vague de solitude la frappa avec une force physique. Elle avait affronté des milliardaires et des avocats. Elle avait gagné une bataille avec son intelligence et son courage, mais elle était en train d'être vaincue par la fatigue, la faim, le désespoir. Arthur avait raison, la noblesse ne remplit pas l'estomac. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps finirent par couler, silencieuses et chaudes, sur son visage, tandis que le ciel s'assombrissait. Elle était piégée, seule et sur le point d'être jetée à la rue. À cet instant, elle se sentit brisée. Alors qu'un sanglot montait dans sa gorge, une petite vibration la fit sursauter. Un mouvement subtil, au plus profond de son ventre, un coup de pied, timide, mais indubitable. Elle cessa de pleurer, le souffle coupé. Elle posa ses 2 mains sur son ventre, attendant. Et puis, un autre coup, plus fort cette fois, une petite vie, inconsciente de la guerre qui se déroulait à l'extérieur, était là, lui rappelant son existence, sa promesse. Ce n'était pas une solution, ce n'était pas un plan, mais c'était une réponse. Le monde pouvait lui prendre son travail, son appartement, sa réputation, mais il ne pouvait pas lui prendre ça. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Le désespoir était toujours là, un océan sombre autour d'elle. Mais au milieu de celui-ci, cette petite vie venait d'allumer un phare. La lutte n'était pas terminée. Le dernier jour dans l'appartement fut le plus silencieux de tous. Sophia se déplaçait comme un fantôme entre les cartons, pliant les quelques vêtements qui lui restaient, rangeant les 2 livres et le cadre avec la photo de sa mère. Chaque objet était un poids, un morceau d'une vie qui était en train d'être démantelée. Quand le dernier carton fut fermé, l'appartement devint nu, et l'écho de ses pas sur le sol vide était le son de sa solitude. Le propriétaire vint chercher la clé, les yeux pleins d'une pitié qui la blessait plus que la colère. Il détourna le regard de son ventre, comme si la vue de cette nouvelle vie, au milieu de tant de pertes, était une cruauté supplémentaire. Elle lui tendit la clé, le remercia d'une voix qui ne semblait pas la sienne, et descendit les escaliers. Sur le trottoir, avec 2 vieilles valises, un carton et la pluie fine qui commençait à tomber, elle ne s'était jamais sentie aussi invisible. Le monde continuait de tourner, les gens courant à leur rendez-vous, tandis qu'elle était figée dans le temps, une naufragée sur une île de béton. Elle utilisa ses dernières pièces pour entrer dans un petit café, plus pour fuir la pluie et le désespoir que par faim. Elle commanda un verre de lait chaud et s'assit à une table dans le coin, utilisant la vapeur pour réchauffer ses mains glacées. Elle regarda l'horloge au mur, les aiguilles se déplaçant avec une lenteur torturante. Où aller? Un foyer pour femmes enceintes semblait la seule option, mais l'idée d'être entourée de tant d'autres histoires de douleur la terrifiait.
Elle devait être forte, mais là, dans ce café bon marché, sentant le graillon et le café réchauffé, la force était un article de luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Elle ferma les yeux, respirant profondément, essayant de lutter contre le nœud qui se formait dans sa gorge. C'est alors qu'une ombre s'arrêta à côté de sa table. Sofia ouvrit les yeux, le corps tendu, s'attendant à ce que le gérant lui demande de partir. Mais la femme qui se tenait à côté d'elle n'était pas le gérant. C'était un visage du passé, ridé par l'âge et l'inquiétude, mais avec des yeux qui avaient toujours été bienveillants. « Madame Élise », murmura Sofia, la voix étranglée par la surprise. L'ancienne gouvernante de la maison d'Arthur la regardait, le soulagement inondant ses traits. « Dieu merci, je t'ai trouvée, ma petite », dit la vieille dame, la voix basse et urgente. « Je me doutais bien qu'il ferait ça. Le petit Arthur, il a toujours cassé les jouets qu'il n'arrivait pas à contrôler. » Sofia resta sans voix. Comment l'avait-elle trouvé? « Il m'a renvoyé, » expliqua Élise, s'asseyant sans y être invitée, ses yeux scrutant le café pour s'assurer qu'elle n'était pas observée. « 2 jours après ton départ, il a dit que mon travail était en dessous des standards. 30 ans que je travaillais pour cette famille. J'ai vu ce garçon grandir. Le standard, c'était ma loyauté envers toi. » Élise raconta que depuis, elle essayait de la retrouver. Elle avait appelé les agences, qui avaient refusé de donner des informations. Elle était allée à son ancien immeuble, et le concierge, effrayé, lui avait parlé de l'expulsion. « Je parcours ce quartier depuis 3 jours, entrant dans chaque café, chaque boulangerie. Je savais que tu n'irais pas loin. » Sofia sentit les larmes revenir, mais cette fois, ce n'était pas de désespoir. C'était un soulagement si profond que c'en était douloureux. Quelqu'un se souciait, quelqu'un la voyait. « Viens !» dit Élise en se levant et en prenant une des valises de Sofia. « Tu ne passeras pas une minute de plus seule. » L'appartement de Madame Élise était l'inverse du monde d'Arthur. Un 3 pièces dans un immeuble ancien où l'odeur n'était pas celle du marbre poli, mais du gâteau au yaourt et du linge propre. Des photos de petits-enfants souriants couvraient les murs et une vieille radio jouait une musique douce dans la cuisine. C'était un foyer, un vrai. Élise l'installa dans la chambre d'amis, lui apporta une serviette propre et prépara une soupe chaude qui sembla réchauffer l'âme de Sofia. Tandis qu'elle mangeait en silence à la petite table de la cuisine, leur alliance fut scellée, non pas par des mots, mais par cet acte simple de soin. Une fois la soupe terminée, Élise regarda Sofia, les yeux sérieux. « Je ne t'ai pas amenée ici seulement pour te donner un toit, ma fille. Je t'ai amenée parce que je sais que tu n'abandonneras pas. Et pour lutter contre un homme comme Arthur, tu dois savoir où son armure est la plus fine. » Élise raconta des histoires du passé, d'un Arthur enfant, sensible et avide de l'amour d'un père qui ne savait que donner des ordres et critiquer. Un père qui voyait tout signe de gentillesse comme une faiblesse. Son père était un tyran, dit Élise, et il humiliait Arthur pour un rien, surtout pour une tache de naissance que le garçon avait derrière l'épaule gauche. On aurait dit une petite carte géographique. Le vieil homme disait, devant tout le monde, que c'était la seule tache sur une lignée parfaite. Arthur détestait cette marque plus que tout au monde. C'était un symbole de tout ce que son père méprisait en lui. Dès qu'il a eu 18 ans et qu'il a pu, il a subi une opération de chirurgie plastique pour l'enlever. Il a payé une fortune. Il a fait signer des accords de confidentialité à tous les médecins. Personne, dans son cercle d'amis aujourd'hui, ne soupçonne même que cela ait existé. L'information flotta dans l'air entre elles. Une tache de naissance enlevée. Cela semblait un détail si petit, si insignifiant dans la grande bataille qu'elle menait. Mais Sofia comprit le poids de cela. C'était la preuve physique d'une blessure émotionnelle. C'était l'origine de l'obsession d'Arthur pour la perfection et le contrôle. Il a passé sa vie entière à essayer d'effacer toute trace d'imperfection, toute vulnérabilité, continua Élise, la voix basse. Il pense qu'il a réussi. Mais la vérité, ma chérie, ne disparaît pas juste parce qu'on la couvre d'une cicatrice. Sofia regarda la vieille dame, dont la loyauté s'était transformée en l'arme la plus inattendue et la plus puissante. Elle n'avait plus seulement un abri contre la tempête. Elle avait une carte menant à la blessure secrète au cœur de son ennemi.
Elle ne savait pas encore comment, mais elle sentait, avec une certitude absolue, que cette petite histoire sur une tache de naissance oubliée serait la clé qui pourrait, enfin, faire tomber l'Empire. Les jours dans l'appartement de Madame Élise se transformèrent en une routine de résistance silencieuse. Le matin, Sophia lisait les livres de droit qu'elle empruntait à la bibliothèque publique, la table de la cuisine transformée en bureau de fortune, son esprit, autrefois embrumé par le désespoir, maintenant aiguisé comme une lame. L'après-midi, elle et Élise cuisinaient ensemble, et les histoires de la gouvernante sur le passé de la famille d'Arthur peignaient un portrait de plus en plus clair de la psyché fracturée de son ennemi. La sécurité de l'abri et la force de cette alliance inattendue avaient guéri les blessures superficielles. Mais Sophia savait que survivre n'était pas la même chose que vaincre. Elle était dans une impasse sûre, mais c'était toujours une impasse. La guerre de siège d'Arthur continuait à l'extérieur des murs de cet immeuble. Pour en sortir, elle n'avait pas besoin d'un bouclier. Elle avait besoin d'une épée. L'histoire de la tache de naissance, la cruauté du père, tout cela est la raison pour laquelle il est comme ça, dit Sophia un soir, en aidant Élise à éplucher des pommes de terre. C'est le pourquoi. Mais le système judiciaire, l'opinion publique, ils ne se soucient pas du pourquoi. Ils se soucient du quoi, des faits, des preuves. Élise s'arrêta et la regarda, comprenant. « Tu as besoin d'un test de paternité », dit la vieille dame, la voix basse. Sophia acquiesça. Un test prénatal, irréfutable, fait par un laboratoire que même son argent ne peut acheter ou discréditer. C'est la seule chose qui transforme ma parole contre la sienne en un fait scientifique. Le plan était solide. La stratégie, parfaite. Il n'y avait qu'un seul obstacle. Un mur aussi haut que la tour d'Arthur. Le coût. Une recherche rapide sur Internet révéla la dure réalité. Le type de test avec une validité légale dont elle avait besoin coûtait des milliers d'euros. C'était le prix d'une petite voiture, une somme aussi impossible pour elle que d'acheter l'immeuble lui-même. La modeste pension d'Élise couvrait à peine leurs dépenses. L'avenir de son fils était enfermé derrière une porte, et la clé avait un prix qu'elle ne pourrait jamais payer. Cette nuit-là, l'angoisse revint. La sensation d'être si proche et en même temps si loin était exaspérante. Le cœur lourd, elle appela sa mère, non pas pour demander de l'aide, mais pour entendre la seule voix au monde qui l'avait toujours apaisée. Elle essaya d'être forte, parla de la gentillesse d'Élise, de ses études, mais sa mère la connaissait mieux que personne. « Quelque chose ne va pas, ma fille. Je le sens dans ta voix. Qu'est-ce que c'est ?» demanda la mère, la fragilité dans son ton rendant la question encore plus perçante. Ce fut la goutte d'eau. La façade de Sophia s'effondra et elle raconta tout, la voix étranglée, sur le plan, le besoin de la preuve, et le mur d'argent qui l'empêchait de se battre. « Ne t'inquiète pas, maman, je vais trouver une solution », s'empressa-t-elle de dire, regrettant d'avoir déversé son fardeau sur sa mère déjà malade. « J'avais juste besoin de me confier. » De l'autre côté de la ligne, il y eut un long silence. Ce n'était pas un silence de pitié, mais de profonde délibération. Quand la mère parla enfin, sa voix n'était pas fragile. Elle était d'acier. La dignité ne se défend pas avec de belles paroles, Sophia. Elle se défend avec des actes. Dis-moi combien coûte la vérité. Sophia hésita, mais sa mère insista. Elle dit le montant, et le chiffre parut obscène dans l'air. Compris, fut tout ce que la mère dit. Donne-moi quelques jours, et ne perds pas la foi. L'appel se termina, laissant Sophia confuse, avec un mélange d'espoir et un terrible sentiment de culpabilité. À des centaines de kilomètres de là, dans la petite maison bien rangée où Sophia avait grandi, sa mère se leva et se dirigea vers la commode en bois sombre de sa chambre. Elle ouvrit le dernier tiroir, qui sentait la lavande et le temps. De là, elle sortit une petite boîte de velours usée. À l'intérieur, sur un lit de satin délavé, reposait un collier en or. Ce n'était pas un bijou ostentatoire, mais une pièce d'une beauté délicate, ancienne, avec un petit médaillon en forme de cœur. Il venait de son arrière-grand-mère, transmis de mère en fille, le seul héritage de valeur de la famille. À l'intérieur du médaillon, il y avait une minuscule photo de ses parents, prise le jour de leur mariage.
C'était le symbole d'un amour qui avait duré, d'une famille qui, malgré les difficultés, ne s'était jamais défaite. C'était son bien le plus précieux, le dernier lien physique avec sa propre histoire. Le lendemain, elle mit sa plus belle robe et se rendit à la seule bijouterie de la petite ville. Le propriétaire, un vieil homme qui la connaissait depuis son enfance, reconnut la pièce dès qu'elle la posa sur le comptoir en verre. Il l'examina avec respect, presque avec révérence. « C'est une belle pièce, Madame Laura, une antiquité de famille, » dit-il, la voix douce. Il la pesa, analysa la pureté de l'or, puis, avec le regard triste de celui qui sait qu'il participe à un sacrifice, il dit le prix. C'était un prix juste pour le métal, mais c'était une fraction de sa valeur sentimentale. C'était le prix exact dont Sophia avait besoin. La mère de Sophia n'hésita pas, elle ne sia pas, elle hocha simplement la tête. « J'accepte. » Le bijoutier compta l'argent, et elle le rangea dans son sac, le cœur lourd, mais l'esprit léger. Elle sortit du magasin, le cou étrangement nu, sentant le soleil du matin sur sa peau. Elle avait échangé un symbole de son passé contre l'arme qui garantirait l'avenir de son petit-fils. 3 jours plus tard, Sophia vit le virement sur son compte bancaire. Le montant exact. Ses mains tremblèrent et elle appela immédiatement sa mère, la voix pleine de protestation et de gratitude. « Maman, non, tu n'aurais pas dû faire ça. » Le collier de grand-mère. La mère l'interrompit, la voix ferme et pleine d'un amour inébranlable. Le collier représentait l'héritage de notre famille, Sophia. La force, l'honneur. Il n'a jamais aussi bien servi son but que maintenant. L'or n'est que de l'or. La vérité est éternelle. Maintenant, arrête de pleurer et va te battre. Sophia raccrocha, les larmes coulant sur son visage. Ce n'étaient plus des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de force, d'un amour si profond qu'il pouvait déplacer des montagnes. Elle reprit le téléphone, la main ferme, et appela le laboratoire le plus respecté de la région. « Bonjour, » dit-elle, la voix claire comme une cloche. « Je voudrais prendre rendez-vous pour un test de paternité prénatale. » Le sacrifice de sa mère s'était transformé en action. L'arme était achetée et payée, et elle était prête à être utilisée. 2 semaines plus tard, une autre enveloppe arriva, mais celle-ci n'était pas une menace. C'était une promesse. Sophia la prit dans la boîte aux lettres, le cœur battant la chamade. Le logo du laboratoire était discret, mais pour elle, il brillait comme un phare. Dans l'appartement de Madame Élise, avec la vieille dame lui tenant la main, elle ouvrit le seau avec des doigts qui tremblaient légèrement. À l'intérieur, une seule feuille de papier, remplie de termes techniques, de marqueurs génétiques et de probabilités. Mais à la fin de la page, en gras, se trouvait la seule phrase qui comptait. La probabilité de paternité est de 99,99%. Un sanglot de soulagement s'échappa des lèvres de Sophia. Ce n'était pas un cri de joie, mais l'expiration d'un souffle qu'elle semblait retenir depuis des mois. C'était réel. La vérité, qu'elle sentait dans chaque cellule de son corps, était là, imprimée, tamponnée, scientifiquement indéniable. Élise la serra dans ses bras, les yeux de la vieille dame embués de larmes. « Je n'ai jamais douté, ma chérie. » Pas une seule seconde. Elles regardèrent le papier sur la table de la cuisine. Cette feuille était plus qu'un résultat d'examen. C'était l'acte de dignité de son fils. C'était le roc sur lequel elle construirait sa défense. C'était la balle d'argent pour le monstre qui la hantait. Mais une arme, aussi puissante soit-elle, est inutile si elle n'est pas tirée au bon moment et sur la bonne cible. Et leur cible n'était pas un tribunal anonyme dans 2 ans. La cible était l'armure d'Arthur. L'envoyer par un avocat est inutile, dit Sophia, l'esprit stratégique déjà en action, la peur remplacée par une concentration tranchante. Il prétendra que c'est un faux. Il engagera des experts pour le discréditer. Il l'enterrera sous des procès et des appels, jusqu'à ce que mon fils ait l'âge de se raser. Elle arpentait la petite cuisine, l'énergie crépitant autour d'elle. Nous ne pouvons pas nous battre là où il est le plus fort, sur le terrain de l'argent et des délais. Nous devons nous battre là où il est le plus faible. Élise l'observait, un sourire fier aux lèvres. Dans sa vanité, compléta la vieille dame, Arthur ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie de ce que les gens pensent de la vérité.
Il a besoin de paraître infaillible, en contrôle. Sa plus grande faiblesse est son besoin de maintenir ce masque en public. Ce fut Élise qui trouva la scène parfaite. Avec sa connaissance de plusieurs décennies des rituels de la famille, elle connaissait un événement plus important pour Arthur que n'importe quelle fête ou gala. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Beaumont Corp. C'était son jour sacré. Le jour où, en tant que PDG et président du conseil, il se présentait devant les investisseurs, les analystes et la presse financière pour projeter une image de pouvoir et de succès absolu. « La réunion est dans 10 jours, dit Élise, les yeux brillants à cette idée. La sécurité est maximale, personne n'entre sans invitation. Mais elle marqua une pause. La nourriture et l'eau, elles entrent. Le plan fut élaboré ce soir-là, une petite conspiration née entre une future mère et une gouvernante à la retraite. C'était un plan audacieux, avec une chance d'échec à chaque étape. Élise passa un appel. Un unique appel à un homme nommé Georges, le chef du service de traiteur de l'immeuble de Beaumont Corp, un homme qu'elle avait vu débuter comme serveur et qu'elle avait aidé à obtenir le poste qu'il occupait aujourd'hui. Un homme bon, qui lui devait une faveur d'une vie entière et qui nourrissait un profond mépris silencieux pour la façon dont Arthur traitait les employés invisibles. La conversation fut brève. Élise n'implora pas. Elle expliqua simplement. À la fin, un silence, puis « Considérez que c'est fait, Madame Élise, pour vous. » Sophia prépara le paquet. Ce n'était pas une menace, mais une déclaration. À l'intérieur d'une simple enveloppe Kraft, elle plaça une copie certifiée conforme du résultat ADN. Jointe à celle-ci, une copie de l'échographie de 20 semaines, l'image en noir et blanc du petit être dans son ventre, claire et sans équivoque. Et enfin, un mot, écrit à la main d'une calligraphie ferme et élégante. Il n'y avait ni supplication ni colère, juste 4 mots. « Il a tes yeux ». Le matin de la réunion, la tension dans l'appartement d'Élise était palpable. Elle n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait au centre-ville. Elle ne pouvait que faire confiance. À la même heure, dans l'imposante salle du conseil de Beaumont Corp, Georges, le chef traiteur, poussait un chariot de boissons. Il servit de l'eau et du café aux membres du conseil, des hommes et des femmes qui contrôlaient des milliards, se déplaçant avec une efficacité qui le rendait invisible. En arrivant à la place d'Arthur, en bout de table, il arrangea la bouteille d'eau minérale importée et les verres en cristal. Et puis, d'un mouvement rapide et discret, il sortit l'enveloppe Kraft de l'intérieur de sa veste et la posa sur le porte-document en cuir d'Arthur, l'alignant parfaitement avec les autres documents. Personne ne remarqua. 10 minutes plus tard, Arthur entra dans la pièce. Il exsudait le pouvoir, son costume gris impeccable, le sourire confiant d'un général sur le point d'annoncer une nouvelle victoire. Il salua les membres du conseil, s'assit à sa place et arrangea ses papiers. C'est alors qu'il vit l'enveloppe, Kraft, anonyme, sans le logo de l'entreprise. Une anomalie dans son monde parfaitement orchestré. Fronçant les sourcils, mû plus par l'irritation face à cette rupture de protocole que par la curiosité, il l'ouvrit. Ses yeux parcoururent d'abord le mot, puis l'échographie, et, finalement, le rapport du laboratoire. Le monde autour de lui sembla se dissoudre. Les murmures des administrateurs, l'éclat des lumières, tout disparut. La seule chose qui existait était ce chiffre sur la page, 98,999%. Le pourcentage semblait sauter du papier, lui brûler la rétine. Le sang quitta son visage. La main qui tenait le papier se mit à trembler, un tremblement minuscule, mais pour un homme au contrôle absolu, c'était un tremblement de terre. Le vice-président à ses côtés, remarquant son silence, se pencha. « Monsieur le Président ? Pouvons-nous commencer ?» Arthur leva le visage. Le sourire avait disparu. La confiance s'était brisée. À sa place, il y avait une vulnérabilité brute, une panique qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il était enfant. Il regarda les visages autour de la table, les visages de son empire, et pour la première fois, ils ne virent pas un dieu, ils virent un homme, et il était terrifié. « Faisons une petite pause ici. Je ne sais pas pour vous,
Mais la scène du masque d'Arthur tombant en pur silence devant tout le monde m'a donné un frisson profond. Cette seconde de justice, quand la vérité arrive sans demander la permission et brise l'arrogance de celui qui se croit intouchable, est l'une des sensations les plus puissantes qui existent. Cette scène vous a-t-elle fait le même effet? Laissez un oui dans les commentaires pour que je sache que vous avez ressenti cette force avec moi. La bombe dans l'enveloppe Kraft ne produisit aucun son, mais l'onde de choc dévasta la salle du conseil de Beaumont-Corp. Arthur, par un effort de volonté qui frisait le surhumain, parvint à retrouver sa contenance. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux morts, et il mena le reste de la réunion avec une précision robotique, l'esprit à des kilomètres de là, prisonnier de l'image de cette échographie et de ce chiffre, 99,99%. Les membres du conseil sentirent le changement d'atmosphère, l'air soudainement raréfié, mais personne n'osa poser de questions. Dès la fin de la réunion, il congédia tout le monde avec une froideur tranchante et s'enferma dans son bureau. Le masque tomba, mais il n'y eut pas d'explosion de colère, ni d'objet brisé. Il y eut quelque chose de bien plus effrayant, un silence absolu, une immobilité prédatrice. Il resta debout, devant la fenêtre, observant le flux de pouvoir et d'argent dans la ville en dessous. Son royaume. Pour la première fois, il sentit que ce royaume était construit sur un sol de verre fin. Sophia n'avait pas attaqué ses finances ou ses affaires. Elle avait attaqué son récit, l'histoire de l'homme infaillible, du maître de l'univers qu'il vendait au monde et à lui-même. Et c'était impardonnable. Il prit le téléphone et appela Maître Lombard. La voix d'Arthur était dépourvue de toute émotion, ce qui la rendait encore plus létale. « La stratégie a changé, dit-il. Elle a refusé l'argent. Elle a refusé l'accord. Elle a choisi la guerre. Alors c'est ce que nous allons lui donner. » Il y eut une pause. Préparez l'équipe de contentieux familial, la meilleure que l'argent puisse acheter. Je veux la garde totale et exclusive de l'enfant. Lombard hésita à l'autre bout du fil. Monsieur, cela signifie reconnaître la paternité, ce que jusqu'à présent... Arthur le coupa. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule, à attendre sa prochaine attaque, sa prochaine humiliation. Nous allons prendre le contrôle. Nous allons lui arracher la seule arme qu'elle a. Nous allons prendre l'enfant. Sa voix était la définition même de la cruauté calculée. Je veux que vous dressiez d'elle le portrait d'une femme instable, d'une arnaqueuse, d'une mère inapte et dangereuse. Utilisez tout, le chômage, l'absence de logement, la façon dont elle m'a harcelé. Transformez chacun de ces actes de défi en une preuve de sa folie. Nous n'allons pas seulement la vaincre, nous allons l'effacer. Dans les semaines qui suivirent, un silence étrange et lourd s'installa. Aucun appel, aucune lettre, aucune nouvelle menace. Pour Sophia et Élise, cachés dans le petit appartement devenu leur sanctuaire et leur quartier général, le silence était plus énervant que la guerre ouverte. Le calme avant la tempête, disait Élise, ses yeux sages, pleins d'appréhension. Il est en train d'aiguiser le couteau. Pendant cette période, la grossesse de Sophia avança, son ventre grandissant comme un témoignage silencieux et indéniable de la vérité. L'attente était une torture, mais elle ne la gaspilla pas. Elle se plongea corps et âme dans les livres de droit, passant des nuits blanches, la lumière de la lampe éclairant les codes et les jurisprudences. Chaque mini-conflit du passé avait été une leçon. L'attaque juridique de Lombard lui avait appris à utiliser la connaissance comme une arme. La rétorsion financière d'Arthur lui avait appris la valeur d'une véritable alliance. La victoire dans la salle du conseil lui avait appris que la faiblesse de son ennemi était son image publique. Elle sentait que toutes les pièces s'assemblaient, la préparant pour une bataille finale qui exigerait tout ce qu'elle avait appris. La tempête arriva finalement un jeudi matin. Un huissier de justice, un homme au visage fatigué et au costume froissé, frappa à la porte. Il remit à Sophia un dossier de près de 200 pages. C'était la requête d'Arthur pour la garde exclusive de son fils à naître. Sophia s'assit à la table de la cuisine et commença à lire, et à chaque page,
L'air semblait se raréfier. C'était un chef-d'œuvre de diffamation, une œuvre de fiction toxique où chaque fait de sa vie était tordu et empoisonné. Son refus de l'argent était présenté comme une tactique de négociation d'une maître chanteuse expérimentée. Son renvoi était justifié par un comportement erratique et instable. Son chômage et son expulsion, tous deux orchestrés par lui, étaient utilisés comme preuve de son incapacité à fournir un foyer sûr. Le document citait des sources anonymes qui mettaient en doute sa santé mentale, insinuant qu'elle souffrait de délire et d'une obsession maladive pour Arthur. C'était un assassinat de réputation, méticuleusement construit pour la transformer, aux yeux d'un juge, en un monstre. Élise lisait par-dessus son épaule, le souffle coupé, le visage rouge d'indignation. « Le salaud! Il utilise ses propres atrocités contre toi !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante de colère. Mais Sophia était étrangement calme. Cette attaque ne la surprenait pas. C'était exactement ce qu'elle attendait de l'homme qu'elle comprenait maintenant si bien. Il ne pouvait pas effacer la vérité, alors il essaierait de la réécrire avec des mensonges. Il ne pouvait pas nier l'enfant. Alors, il essaierait de le voler, le transformant en un de ses biens, la possession ultime pour sceller sa victoire. Il voulait contrôler le récit, et pour cela, il avait besoin de posséder le protagoniste de l'histoire, son fils. Sophia referma le dossier. La peur qui l'avait accompagnée si longtemps avait disparu, remplacée par une clarté froide et absolue. Elle se leva, la main posée sur son ventre, le centre de toute cette bataille. Elle regarda Élise, et ses yeux ne contenaient pas de panique, ils contenaient du feu. « Il a commis une erreur, dit-elle, la voix ferme. Il pense que c'est une lutte pour l'argent ou la réputation, mais c'est pour un fils, et il m'a sous-estimé pour la dernière fois. » Elle prit les papiers. « Il veut m'emmener au tribunal ? Très bien, c'est exactement là que je vais. Mais il se trompe s'il pense que ce sera moi, sur le banc des accusés. » La décision était prise. Elle n'allait pas seulement se défendre, elle allait attaquer. Elle allait exposer non seulement les mensonges qu'il avait racontés sur elle, mais le mensonge qu'il s'était construit toute sa vie. La scène pour l'affrontement final était prête. Et ce serait un procès, oui, mais pas le sien, le sien. Le tribunal était un lieu conçu pour écraser l'esprit humain. Les murs en bois sombre semblaient absorber la lumière et le son, créant un silence lourd et oppressant. L'air sentait la poussière, le vieux papier et le désinfectant faible qui ne parvenait pas à masquer l'odeur de désespoir, de décennies de batailles perdues. D'un côté de la salle, Arthur était assis entre une phalange de 3 avocats de Lombard en Grimaldi. Maître Lombard, en tête, exsudait une confiance prédatrice, ses assistants s'agitant autour de lui avec une efficacité silencieuse, organisant des piles de documents qui formaient une muraille de papier entre eux et le reste du monde. Arthur, dans son costume d'un bleu si sombre qu'il semblait noir, était une statue de glace. Le visage impassible, les yeux fixés sur la juge, il était l'image même du pouvoir et de la certitude. De l'autre côté, à une table nue, était assise Sophia, seule. Elle avait refusé l'avocat commis d'office, une décision que l'avocat lui-même lui avait déconseillée. « Ils vont vous dévorer toute crue », avait-il prévenu. Mais Sophia savait qu'aucun avocat ne pourrait raconter son histoire. Aucun avocat ne pourrait mener cette guerre avec la même conviction. Elle portait une robe simple, sombre, et ses cheveux étaient attachés en un chignon sévère. Elle n'avait pas l'air d'une avocate. Elle avait l'air d'une île sur le point d'être engloutie par la marée. La juge, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard qui avait vu tous les mensonges qu'un être humain pouvait inventer, lut les pièces du dossier en silence. Ses yeux parcoururent la requête d'Arthur, puis se posèrent sur Sophia. Il y avait une pointe d'impatience, peut-être même de pitié dans son regard. Elle voyait ce que tout le monde dans la salle voyait, un milliardaire avec une puissance de feu juridique infinie contre une femme enceinte et sans emploi qui croyait pouvoir se représenter elle-même. La bataille semblait décidée avant même d'avoir commencé. « Maître Lombard, vous pouvez commencer », dit la juge, la voix neutre. Lombard se leva, souple comme une panthère. Il ne se dirigea pas vers la barre. Il marcha lentement dans l'espace vide, comme s'il était le maître des lieux. « Madame la juge !»
Ce que nous avons ici n'est pas un litige de garde ordinaire. C'est une affaire de protection, la protection d'une vie innocente contre un schéma d'instabilité, de manipulation et franchement de danger. Sa voix était un instrument parfaitement accordé, pleine d'une fausse gravité. Il commença à tisser son récit, le même que celui du dossier, mais maintenant avec le pouvoir de l'éloquence. Il dépeignit Sophia comme une employée qui avait développé une fixation malsaine pour son employeur, un homme en vue et donc une cible pour les opportunistes. Il décrivit la soirée de la fête non pas comme une humiliation, mais comme le point culminant d'un comportement erratique qui avait forcé Arthur à prendre la décision difficile de la renvoyer pour protéger sa famille. Et c'est alors, Madame la juge, en étant confrontée, que la défendresse a joué sa dernière carte, une allégation de paternité calculée pour causer le maximum de dommages et extraire le maximum de gains. Il présenta les preuves de l'expulsion et du chômage de Sophia comme si c'était des failles de son caractère. Une femme incapable de garder un toit au-dessus de sa tête, qui saute d'un problème à l'autre. Est-ce là l'environnement sûr et stable que nous voulons pour un enfant? Il fit une pause dramatique, laissant la question flotter dans le silence du tribunal. Mon client, Monsieur Beaumont, n'est pas ici pour punir. Il est ici pour sauver son fils. Il reconnaît sa responsabilité et pour cette raison demande la garde exclusive pour offrir à cet enfant la vie de stabilité et de sécurité que sa mère, malheureusement, est manifestement incapable de fournir. Ce fut une performance brillante, transformant la victime en méchante et l'agresseur en sauveur. Pour corroborer son histoire, Lombard appela son premier témoin. Une des anciennes collègues de Sophia au manoir, une jeune employée au regard effrayé. La jeune femme monta à la barre des témoins, jura de dire la vérité et commença à réciter les mensonges pour lesquels elle avait été payée. Elle parla de la façon dont Sophia était distante, obsédée par les horaires d'Arthur, comment elle l'avait entendu pleurer dans sa chambre sans raison apparente. Chaque mot était une touche de pinceau sur la caricature de femme déséquilibrée que Lombard était en train de peindre. Sophia écoutait simplement, le stylo immobile dans sa main, le visage serein. Arthur l'observait de l'autre côté de la salle, un léger sourire de mépris se formant sur ses lèvres. Il était en train de gagner. L'annihilation était télévisée au ralenti. « Pas d'autres questions, Madame la juge », dit Lombard, en s'asseyant avec la satisfaction du travail bien fait. La juge regarda Sophia. « Madame, souhaitez-vous contre-interroger le témoin ?» La question sonnait plus comme une formalité qu'une attente réelle. Sophia se leva. Le silence dans la salle s'épaissit. Elle ne regarda ni Lombard ni Arthur. Ses yeux se fixèrent sur le jeune témoin, et il n'y avait pas de colère dans son regard. Il y avait un calme désarmant. « Bonjour, Chloé », dit Sophia, la voix claire et ferme. La jeune fille tressaillit en entendant son nom. « On est nerveuse ?» demanda Sophia avec une gentillesse qui surprit tout le monde. La fille hocha la tête. « Je le serai aussi », dit Sophia. « Chloé, vous avez travaillé au manoir pendant 6 mois, c'est exact ?»« Oui, et pendant ce temps, vous me voyez tous les jours ?»« Oui, vous dites que j'étais obsédé par les horaires de Monsieur Beaumont. Pouvez-vous me dire à quelle heure il prenait habituellement son petit déjeuner ?» Chloé hésita. « À 7 heures. »« Non, » dit Sophia doucement. « Monsieur Beaumont ne prend jamais son petit déjeuner à la maison. Il boit un expresso noir, debout, au comptoir de la cuisine, exactement à 6h45 avant de partir pour la salle de sport. Son fils, en revanche, déjeune à 7h15. C'est pour son fils que je préparais la table. » Lombard s'agita sur sa chaise, un début d'irritation sur son visage. « Madame la juge, c'est sans pertinence. »« Rejetez, » dit la juge. « Poursuivez. » Sophia continua sur le même ton calme. « Chloé, vous avez dit que j'étais distante avec les autres employés. Vous vous souvenez de Madame Élise, la gouvernante ? » « Bien sûr. Et vous vous souvenez que sa petite fille est tombée malade en mai. » Le visage de Chloé devint pâle. « Je crois que oui. Vous vous souvenez que j'ai organisé une collecte parmi les employés pour aider avec les médicaments ? Et que j'ai moi-même complété la somme manquante avec mon propre argent ?
Le silence fut la réponse. Sophia fit un pas en avant. « Enfin, Chloé, vous avez dit au tribunal que vous m'aviez entendu pleurer dans ma chambre sans raison apparente. Pouvez-vous décrire ma chambre à la cour ?» Chloé cligna des yeux, confuse. C'était une chambre, un lit, une armoire. « De quel côté du lit se trouvait la fenêtre ?» demanda Sophia. « Je ne me souviens pas. Et la lampe de chevet, était-elle en métal ou en céramique ?»« Je ne sais pas, je ne suis jamais entré dans votre chambre !» explosa la fille, le mensonge se désagrégeant sous la pression des détails. Sophia s'arrêta. Elle regarda la jeune fille un long moment. Puis elle se tourna vers la juge. « Je n'ai jamais eu de chambre dans l'aile du personnel, madame la juge. Je dormais dans la chambre d'amis à côté de celle de l'enfant, à la demande de monsieur Beaumont lui-même, au cas où le garçon ferait des cauchemars. » Elle marqua une pause, et sa voix, pour la première fois, gagna un fil d'acier. Le témoin ment, elle ment surtout, parce qu'elle, comme tout dans cette affaire, a été achetée et payée par monsieur Beaumont. Un murmure parcourut la salle. Maître Lombard se leva pour protester, mais la juge le fit taire d'un geste. Elle regardait Sophia, et pour la première fois, il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. Il y avait de l'intérêt, un respect réticent. De l'autre côté de la salle, le sourire d'Arthur avait disparu. Il regardait Sophia, non plus comme une proie sans défense, mais comme un adversaire qu'il avait dangereusement sous-estimé. La première fissure dans son empire de mensonges était apparue, et la bataille était loin d'être terminée. La petite victoire de Sophia changea l'atmosphère de la salle. L'air, auparavant lourd de la certitude de sa défaite, crépitait maintenant d'une possibilité nouvelle et dangereuse. Maître Lombard sentit le changement et sut qu'il devait écraser cet espoir avant qu'il ne prenne racine. Lorsque la juge demanda à Sophia de présenter son propre cas, il se prépara à l'attaque. Sophia, avec un calme qui semblait impossible, appela son unique témoin, elle-même. Elle se dirigea vers la barre des témoins, prêta serment et s'assit. Et puis, regardant directement la juge, elle commença à parler. Non pas comme une avocate, mais comme une femme racontant son histoire. Elle parla de la solitude qu'elle voyait dans les yeux d'Arthur aux petites heures du matin, des conversations qui allaient au-delà de la relation patron-employé, de la nuit où leur vulnérabilité commune les avait conduits à une erreur qui pour elle était devenue une conséquence sacrée. Elle narra l'humiliation à la fête, l'offre d'argent, le siège invisible qui lui avait tout pris. Sa voix ne flancha jamais, ne se remplit jamais d'apitoiement. C'était un témoignage de fait, et son honnêteté était une arme bien plus affûtée que la rhétorique de Lombard. Elle présenta le rapport ADN comme preuve. Lombard se leva immédiatement. « Objection. Ce document a été obtenu de manière privée, sans la participation de mon client. Il pourrait avoir été falsifié, contaminé. » La juge le coupa. « Notez, maître Lombard. Le document sera admis pour analyse. Continuez, madame. » Le mépris dans la voix de la juge pour le cynisme de l'avocat était presque palpable. Mais Lombard n'avait pas terminé. Vint son tour de l'interroger, et il s'approcha d'elle comme un loup. Il fut impitoyable. « Vous vous prétendez victime, mais n'est-il pas vrai que vous avez étudié le droit? N'est-il pas vrai que vous connaissez les failles de la loi pour exploiter les hommes riches ?» Il évoqua l'abandon de son père. Ne serait-ce pas un schéma ? Un désir de se venger de la figure paternelle en projetant sur mon client les péchés d'un autre homme. Il tordit sa force en calcul, sa douleur en pathologie. Il la piégea, essayant de la provoquer, attendant une explosion de larmes, un manque de contrôle qui prouverait sa thèse d'instabilité. Et un instant, cela sembla fonctionner. Le visage de Sophia devint pâle, la ligne de ses épaules s'affaissa sous le poids de la cruauté. Les larmes montèrent à ses yeux. La juge l'observait, le doute revenant ombrait son visage. Arthur, voyant cela, sentit le goût de la victoire dans sa bouche. Elle était en train de craquer. Mais elle ne craqua pas. Elle respira profondément, 1, 2 fois, et les larmes se retirèrent. Elle leva le visage et regarda Lombard, la douleur dans ses yeux se transformant en une force tranquille. « Vous avez raison, maître. Mon passé m'a appris une leçon précieuse, dit-elle, la voix claire.
Il m'a appris que le caractère d'un homme ne réside pas dans ce qu'il dit en public, mais dans ce qu'il essaie de cacher à tout prix. Elle se tourna vers la juge. « Madame la juge, je voudrais appeler mon dernier témoin, Madame Élise. » Madame Élise entra dans la salle et l'air sembla changer à nouveau. Il y avait en elle une dignité de plusieurs décennies, une autorité morale qu'aucun argent ne pouvait acheter. Elle s'assit, le dos droit, et fixa Arthur sans crainte. Sophia la guida avec des questions douces. Elle lui demanda de décrire l'enfance d'Arthur. Élise parla d'un garçon solitaire, en manque d'affection, qui suivait son père dans la maison en implorant une once d'attention. Elle parla de la cruauté du père d'Arthur, un homme qui voyait son propre fils comme une extension de son héritage, et non comme une personne. Puis, Sophia posa la question cruciale. « Madame Élise, y avait-il quelque chose chez le jeune Arthur, quelque chose de physique, qui lui faisait profondément honte à cause de son père ?» Arthur se raidit comme une statue. Ses avocats se regardèrent, confus. Élise regarda Arthur, non pas avec méchanceté, mais avec une profonde tristesse. « Oui, dit-elle, il avait une tache de naissance, derrière l'épaule gauche, une tache sombre, avec une forme curieuse. On aurait dit une carte. Son père disait que c'était la seule imperfection de l'héritier parfait. Il détestait cette marque. C'était un secret, une source d'immense honte. Dès qu'il a pu, il l'a fait enlever chirurgicalement. « Objection !» hurla Lombard, se levant si vite que sa chaise faillit tomber. « C'est complètement hors de propos et diffamatoire. Ce sont des ragots de bonne. Rejetés, dit la juge, la voix tranchante. Ses yeux étaient fixés sur Arthur, qui était blanc comme un linge. L'histoire, si spécifique et si intime, avait atteint sa cible. Le témoignage d'Élise se termina et un lourd silence remplit la salle. La juge semblait dans une impasse. D'un côté, un test ADN. De l'autre, une négation véhémente, des témoignages contradictoires. Et maintenant, cette histoire étrange et personnelle. Elle soupira, prenant une décision. La cour va suspendre l'audience. Le bébé Lucas sera amené dans mon bureau. Je ne veux que la présence de Monsieur Beaumont et de Madame Moreau. Vous pouvez disposer. » Quelques minutes plus tard, dans le calme solennel du bureau de la juge, la tension était presque insupportable. Sophia tenait Lucas, qui dormait paisiblement dans ses bras. Arthur se tenait près de la fenêtre, le plus loin possible. La juge s'assit derrière son bureau, les observant tous les deux. « Monsieur Beaumont, commença-t-elle, la voix directe. Vous alléguez dans votre requête que vous recherchez le bien-être de cet enfant et que vous craignez pour les capacités de la mère. Je voudrais voir le père. S'il vous plaît, tenez votre fils. » Arthur se retourna, le visage un masque de dégoût à peine dissimulé. C'était un outrage, un cirque. Mais il n'avait pas le choix. Il s'approcha et prit le bébé maladroitement, le tenant comme s'il s'agissait d'un objet fragile et étranger. Lucas, sentant la tension, se réveilla et commença à grogner, son visage se tordant en un pleur imminent. « Il n'aime pas être dans cette position, » dit Sophia, la voix douce. « Parfois, l'étiquette de ses vêtements le gêne. Il a une petite marque dans le dos. » Presque par réflexe, pour essayer de calmer les pleurs qui commençaient à s'intensifier, Arthur ajusta le bébé sur son épaule, sa grande main maladroite soutenant son dos. Ce faisant, le col du petit pyjama s'entr'ouvrit. Et là, sur la peau douce et laiteuse, juste en dessous de l'épaule gauche, se trouvait une petite tache sombre. Une tache de naissance à la forme curieuse, une tache qui ressemblait à une petite carte géographique. Le temps s'arrêta. Les pleurs du bébé, l'air dans la pièce, les battements du cœur d'Arthur, tout se figea. Il regarda la marque, et l'image de lui-même, à 8 ans, recroquevillé dans la salle de bain pendant que son père hurlait à propos de la tache sur sa lignée, le frappa avec la force d'un train. Il regarda le petit visage rouge et pleurant du bébé, et il ne vit pas un problème, une extorsion ou une erreur. Il se vit. Il vit la même imperfection, la même vulnérabilité qu'il avait passé sa vie entière et dépensé une fortune pour couper et effacer de lui-même, renaître pure et innocente dans son propre fils. Le barrage qu'il avait construit autour de son cœur pendant 40 ans ne se fissura pas.
Il explosa, un son guttural, un sanglot de douleur et de reconnaissance déchira sa gorge. Il chancela en arrière, rendant le bébé à Sofia comme s'il était en feu. Il s'effondra dans un fauteuil, le visage enfoui dans ses mains, et les sanglots vinrent, incontrôlables, violents. C'étaient les larmes d'un garçon qui avait enfin été retrouvé. Dans ce silence, rompu seulement par les pleurs d'un père et les pleurs d'un fils, la guerre était terminée. La vérité n'avait pas eu besoin de crier, elle s'était simplement montrée. L'effondrement d'Arthur dans le bureau de la juge ne fut pas bruyant. Ce fut un écroulement silencieux, le son d'une vie entière de défense se brisant d'un seul coup. La juge, avec une sagesse que seule l'expérience confère, attendit simplement. Elle vit l'homme derrière le milliardaire, le garçon blessé derrière le tyran. Quand les sanglots d'Arthur diminuèrent enfin, se transformant en un tremblement épuisé, elle dit simplement, la voix dénuée de jugement, « Je crois que nous avons notre réponse. » De retour dans la salle d'audience, l'air était électrique de curiosité. Maître Lombard se précipita aux côtés de son client, chuchotant des stratégies, essayant de colmater la coque du navire qui coulait. Mais Arthur ne l'écoutait pas. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en ces 15 minutes. Il se leva et chacun de ses mouvements était lourd, comme si la gravité avait augmenté juste pour lui. Ignorant ses avocats, il s'adressa à la juge, la voix rauque mais assez claire pour que tous entendent. « Madame la juge », il déglutit, la fierté d'une vie se transformant en poussière dans sa gorge. « Je retire ma plainte. Je retire toutes les accusations contre Madame Moreau. » Il se tourna alors, et pour la première fois, regarda Sofia à travers la salle, non pas avec mépris ou colère, mais avec une expression de honte si profonde qu'elle était presque une blessure ouverte. « Et je demande pardon. » Le mot flotta dans le silence choqué du tribunal, un acte de reddition totale et inconditionnelle. La guerre était finie. Une semaine s'écoula. Sofia et Élise vivaient dans un entre-deux de paix et d'incertitude. La victoire légale était absolue, mais la vie réelle devait encore être reconstruite. C'est alors que le portable de Sofia vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Sofia, c'est Arthur. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Pas d'avocat, pas d'argent, juste parler. Au lieu et à l'heure de ton choix. » Le message était si dépourvu de son arrogance habituelle qu'il semblait avoir été écrit par quelqu'un d'autre. Après avoir hésité, elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un jardin botanique le lendemain matin, un territoire neutre, plein de vie et d'air pur. Arthur était déjà là, assis sur un banc. Il ne portait pas de costume. Il portait un simple pull et un jean, et il paraissait plus petit, moins imposant, plus humain. Il n'essaya pas de se justifier, il confessa. Il lui parla de son père, de la marque, de la pression écrasante de devoir être parfait. « J'ai passé ma vie à essayer de devenir l'opposé de mon père, dit-il la voix basse, et ce faisant, je suis devenu exactement comme lui, froid, cruel, utilisant le pouvoir pour cacher la peur. » Il regarda ses propres mains. « Quand j'ai vu cette marque sur Lucas, c'est comme si Dieu ou l'univers se moquait de moi, me montrant que peu importe à quel point j'essayais d'effacer qui j'étais, la vérité trouve toujours un moyen de revenir. Il n'est pas une tâche, Sofia. Il est la meilleure partie de moi, la partie que j'ai essayé de tuer. Et toi, tu as protégé cette partie. De moi-même, les larmes coulaient sur son visage, sans honte. Je ne te demande pas de me pardonner. Ce serait une insulte. Et je ne demande pas une seconde chance pour nous. J'ai détruit ça. Ce que je supplie, c'est une chance d'être un père. Une chance d'apprendre à être pour Lucas le père que je n'ai jamais eu. Je ne veux pas la garde. Je veux le droit de lui rendre visite, de participer, de l'aimer. Selon tes conditions, Sofia, quelles qu'elles soient, ces mots, dits avec une humilité qu'elle n'aurait jamais cru possible, commencèrent à dissoudre les derniers remparts de colère en elle. Elle ne voyait plus un ennemi. Elle voyait un homme brisé, essayant désespérément de recoller les morceaux, et Arthur prouva que ses paroles n'étaient pas vaines. Dans les mois qui suivirent, ses actes de réparation furent silencieux, mais profonds. Un fonds fiduciaire substantiel fut créé au nom de Lucas, avec Sofia comme seule administratrice, leur donnant, à elle et à son fils, une sécurité financière à vie, sans aucune condition.
Un don anonyme, mais d'une valeur considérable, fut fait à l'association d'avocats bénévoles, qui avait offert de l'aide à Sophia au tout début. Pour Madame Élise, il se rendit personnellement chez elle. Il lui demanda pardon pour sa déloyauté et son ingratitude, et lui remit les documents d'un fonds de retraite si généreux qu'il garantissait qu'elle, ses enfants et ses petits-enfants n'auraient plus jamais de soucis. Et pour Sophia, l'acte le plus significatif de tous. Il finança une bourse d'études complète à la faculté de droit qu'elle fréquentait, au nom de sa mère, Laura. La bourse était destinée aux mères célibataires qui avaient interrompu leurs études. « Tu m'as donné un fils, Sophia », lui dit-il au téléphone en lui annonçant la nouvelle. « Le moins que je puisse faire est de te rendre ton rêve. » La résolution ne fut pas un conte de fées. Il n'y eut pas de retrouvailles romantiques. À la place, quelque chose de plus réel et peut-être de plus fort naquit des cendres, un partenariat. La dernière séquence d'images le montrait. Sophia, avec Lucas dans une poussette, sortant du campus de l'université, les livres sous le bras, le visage radieux. Elle montrait Arthur un samedi après-midi, par terre dans l'appartement d'Élise, essayant maladroitement de monter un berceau, tandis qu'Élise lui donnait des instructions avec un sourire. La scène finale les montrait tous les trois ensemble, Sophia, Arthur et le petit Lucas. Arthur tenait son fils, et cette fois, il n'y avait pas de gêne. Il y avait un amour maladroit, mais vrai. Il regarda Sophia par-dessus la tête du bébé, un regard de gratitude infinie. « Je suis en train de défaire beaucoup de choses dans l'entreprise, » dit-il, la voix calme. « J'ai découvert qu'il y a beaucoup de fantômes que mon père a laissés derrière lui, beaucoup d'erreurs à corriger. » Sophia hocha simplement la tête, un petit sourire aux lèvres. Sa bataille était terminée. La sienne, la bataille pour devenir un homme véritable, ne faisait que commencer. 2 ans passèrent. Le temps, qui autrefois s'étirait en jours d'angoisse, coulait maintenant doucement, comme un ruisseau d'eau claire. La scène n'était plus un tribunal froid ou un bureau intimidant. C'était le petit jardin verdoyant de la maison de Madame Élise, décoré de ballons colorés et d'une nappe à carreaux. Une petite fête, pleine de rires et d'odeurs de gâteaux. Au centre de tout, courant maladroitement sur l'herbe derrière un ballon, se trouvait Lucas, un garçon de 2 ans, avec les yeux inimitables de son père et le sourire résilient de sa mère. Sophia l'observait depuis une chaise en osier, le visage illuminé par une paix qu'il semblait impossible d'imaginer auparavant. Elle était sur le point de terminer sa dernière année de droit, l'une des meilleures étudiantes de sa promotion, la bourse, au nom de sa mère, aidant d'autres femmes à suivre le même chemin. À ses côtés, sa propre mère, plus forte et en meilleure santé, discutait avec animation avec Madame Élise, les 2 femmes unies par un lien forgé dans le feu et cimenté par l'amour pour ce petit garçon. Le portail du jardin s'ouvrit et Arthur entra. Pas de chauffeur, pas d'assistant, pas l'aura de pouvoir qui le précédait autrefois. Il portait un pantalon en toile et un polo, et tenait un paquet cadeau maladroit et un sourire sincère. « Papa !» cria Lucas en courant vers lui. Arthur le prit dans ses bras avec une aisance pratiquée, le serrant fort contre lui. Sa transformation n'avait pas été un miracle instantané, mais un processus lent et délibéré de déconstruction. Il avait restructuré son entreprise, écartant les cadres impitoyables de l'ère de son père et promouvant une culture plus humaine. Il avait vendu le penthouse gigantesque et vivait maintenant dans une maison plus modeste, plus proche de là où vivait Lucas. Il n'était pas un visiteur un jour de fête. Il faisait partie de cette nouvelle et improbable famille. Il salua la mère de Sophia et Élise avec un respect sincère et échangea avec Sophia un regard de complicité et d'amitié. Ils étaient partenaires, coordonnant les vaccins, choisissant la première crèche, discutant des petits triomphes et des craintes de la parentalité. L'amour romantique n'était jamais revenu, mais à sa place, quelque chose de plus durable et peut-être de plus important avait grandi, un profond respect mutuel. La bataille qu'ils avaient menée ne les avait pas laissés amants, mais les avait forgés en tant que parents. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, la fête se calma. Arthur se préparait à partir. Il s'arrêta à côté de Sophia, qui tenait Lucas, somnolent, dans ses bras.
Il tendit la main et toucha doucement les cheveux de son fils. « Merci, Sophia, dit-il, la voix basse, pour lui et pour ne pas avoir renoncé à moi, même quand je le méritais. » Sophia sourit simplement. Un sourire qui contenait tout le pardon et toute la force du monde. Elle avait trouvé sa paix, non pas dans un accord millionnaire, mais dans la quiétude de cet instant. Elle n'a pas gagné un milliardaire, elle lui a appris à être humain. Si le parcours de Sophia et la rédemption d'Arthur vous ont touché d'une manière ou d'une autre, la meilleure façon de soutenir notre travail est de laisser un like sur cette vidéo. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous avez regardé cette histoire. Je lis et réponds au plus grand nombre de personnes possible avec toute mon affection. Des histoires comme celle-ci, sur la force qui existe dans la vulnérabilité, sont l'âme de notre chaîne. Si vous y croyez aussi, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour la regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.